La table ronde qui suivra derrière donc, va débattre autour de est-ce que c'est vraiment de nouvelles opportunités. Alors pour gagner du temps, donc, on va inviter donc les participants, les intervenants à cette table ronde à prendre place ici, et après je laisserai la parole, j'aurai fini pour ma part. Donc démarrer par Guillaume Lenoir d'Espinasse, chargé de projet à l'Agence nationale de cohésion du territoire. Donc qui a une petite expérience sur le sujet. Ensuite, Laurent Gasca, responsable de télécom au niveau du CICABEL. Tu me corriges si je me trompe. Philippe Chapon, donc, qui est ingénieur d'application chez Viavi Solutions, qui travaille sur le sujet de la fibre comme capteur, principalement sur les aspects mesures, la détection des contraintes et autres depuis de nombreuses années. Jean-Claude Darrocha, que j'ai déjà présenté, et à distance, s'il nous entend, Loïc Didier de RTE. Ok, donc au niveau de la table ronde, il y a un certain nombre de thèmes qui ont été préalablement sélectionnés. Donc le premier, c'est les opportunités, utilisation des capteurs à fibre de façon générale, utilisation des capteurs à fibre pour la surveillance des infrastructures télécom, un petit peu comme c'est fait aujourd'hui pour surveiller des infrastructures comme des ponts, des choses comme ça. Après, le deuxième thème, c'est la technologie, donc avis sur l'utilisation des câbles existants ou des câbles dédiés. Le troisième thème, c'est les obstacles et les enjeux hein, dans le domaine technique, financier, organisationnel ou normatif. Et on termine par l'impact sur la façon de travailler des exploitants. Voilà. Donc on va débuter sur le thème des opportunités. Comment vous voyez l'utilisation des capteurs à fibre, que ça soit pour des applications classiques ou des applications orientées vraiment télécom, surveillance d'infrastructure. Donc on va peut-être commencer avec Loïc Didier de RTE, puisqu'il doit être à distance. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, 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 c'est bon. Voilà. Oui. Donc, oui, bonjour. Donc vos premiers commentaires par rapport aux applications que vous pressentez ou que vous avez déjà dans le domaine des capteurs fibre optique pour surveiller l'environnement et éventuellement vos commentaires sur la surveillance des infrastructures télécom. Ouais, alors effectivement, donc, on utilise effectivement donc, des câbles à réseau fibre optique pour nos propres besoins de contrôle électrique, mais aussi pour des besoins, on va dire, de services télécom purs dans nos postes, hein, les téléphones, les caméras de surveillance, les contrôles d'accès. Donc, effectivement, on utilise aujourd'hui, on a à peu près 25 000 km de câbles à fibre optique sur notre réseau, mais on se sert effectivement de ces câbles télécom pour détecter à la fois des environnements extérieurs, mais aussi des événements internes à nos infrastructures, à nos câbles. Donc on utilise voilà, deux techniques, DTS et DRS. Donc DTS, alors pourquoi? Parce qu'au lendemain de la guerre, on était à peu près sur une consommation électrique de 20 TWh. En 1945, on était à peu près à 20 TWh en consommation électrique. Les trains étaient encore au charbon, on chauffait les maisons encore au charbon. Enfin, voilà. Et puis, effectivement, dès les années 50, on a eu quand même un pic de consommation électrique. On a électrifié les voies ferrées, on a chauffé les maisons en chauffage central. Bref, aujourd'hui, même la brosse à dents, elle est électrique. Donc on est à peu près sur un plateau donc, de 20 TWh en 1945. On est aujourd'hui à peu près un plateau de 400, 500 TWh. Et de 20, on est passé à 500. Et il y a une projection en 2050 avec la décarbonation engagée par la France, mais aussi par les Européens. Plus derrière aussi, il ne faut pas se mentir, la 5G, enfin la 5G, tout ce qui est connectivité des objets. Maintenant, il n'y a pas que les hommes qui communiquent, il y a aussi les objets qui communiquent entre eux. Donc, il y a une forte poussée des data centers pour stocker toutes ces données.
Donc du plateau qu'on connaît depuis à peu près 20 ans à 500 TWh, on a une projection en 2050 de 650 TWh. Alors ça a un impact évidemment qu'il faudra construire des parcs nucléaires, éoliens, hydroélectriques, enfin peu importe, mais il va falloir produire de l'électricité. Mais il faut aussi optimiser le transit dans les câbles. Et c'est en ça qu'on utilise aussi la fibre, c'est à la fois le côté externe, d'avoir des événements extérieurs à nos infras, mais il faut aussi optimiser, on va dire, le transit à l'intérieur de nos câbles. Donc toute la difficulté, effectivement, qu'on rencontre, enfin que mes collègues rencontrent sur cette partie, c'est de pouvoir positionner la fibre de manière à la fois récupérer, on va dire, des informations internes, savoir est-ce qu'on peut encore mettre plus de transit dans le câble sans le surchauffer, et aussi positionner la même fibre, des fibres parallèles, on va dire, proche de l'extérieur du câble, pour voir des événements tels qu'un... Vous parliez tout à l'heure, en fait, on a plusieurs applications, mais en région parisienne, on va essayer de détecter des points chauds comme voilà, des fuites d'eau chaude qui peuvent être à proximité des câbles électriques, et vous comprenez que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. On a également des capteurs de vibration, donc ça c'est plutôt la partie sous-marine, puisqu'on a développé des parcs éoliens, vous savez, les parcs de Saint-Nazaire, Saint-Brieuc, donc il y a effectivement des nouvelles contraintes environnementales voilà, qu'on découvre, donc des phénomènes, effectivement, des encres de bateaux qui pourraient toucher les câbles. Donc on va se servir cette fois plutôt de la fonction DAS pour détecter voilà, des événements externes en sous-marin, et puis aussi parfois des claquages. Si une encre a touché un bateau, il pourrait y avoir un phénomène de claquage, et donc ce claquage va engendrer un phénomène acoustique, et donc on va se servir aussi du DAS, enfin on se sert aujourd'hui du DAS aussi comme détection de claquage interne au câble. Donc toute la difficulté effectivement chez nous, c'est d'avoir à la fois de la fibre accessible pour nos besoins télécoms, puisque c'est une nouvelle fois un câble d'abord pour le réseau électrique, mais aussi accessible, enfin bien positionné côté interne et côté externe pour détecter à la fois un défaut interne et des événements externes. Très bien. Donc voilà les petites applications. Aujourd'hui, on positionne le TTS-DS sur des liaisons plutôt intercontinentales, puisque l'électricité est un produit européen. Certes, il est made in France, mais il est européen. Heureusement, pour nous garantir de l'électricité actuellement. Et puis, voilà, Ok. voilà, une des applications aujourd'hui, en tout cas, surtout sur les réseaux sous-marins et réseaux intercontinentaux. Très bien. Bon, ben merci pour cette intervention. On va peut-être demander l'avis de Guillaume Lenoir d'Espinasse, de l'ANCT. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, l'ANCT, comme vous le savez, est garante des données publiques utilisées, de la subvention utilisée par les collectivités est bien été employée. Donc, on a réalisé un contrôle technique sur l'ensemble des projets RIP et on mène aussi des audits de qualité. Et on a mené il y a 2 ans des audits câbles. À cette zone-là, on a réalisé des tests en laboratoire qu'on finalise, mais également des audits de terrain. Et dans ces audits de terrain, on a réalisé des mesures de réflectométrie classique à effet Rayleigh, mais également des mesures à effet Brillouin. C'est tout l'intérêt de ces mesures. Et en fait, on voulait être sûr que l'élargissement des sources d'approvisionnement par certains opérateurs, en fait, ne s'est pas fait au détriment de la qualité des câbles. Et justement, sur la partie Brillouin, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que ça nous a permis de voir s'il y avait eu des problèmes d'allongement de fibres. Je crois avec un seuil d'alerte à 2% et une rupture à 4%, si ma mémoire est bonne. Et on a pu aussi voir un certain nombre d'autres aspects que sont la température. Donc on n'a pas utilisé cette information-là, mais on a pu la constater. Je crois de mémoire qu'en utilisant les 2 effets, on peut deviner la température. Donc la question qui se pose, c'est comment utiliser cette information et quelles sont les opportunités. Nous, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, les opérateurs d'infrastructure n'ont pas forcément un monitoring direct du réseau, comme on peut avoir un monitoring dans les réseaux télécoms par les équipements actifs. Et finalement, l'utilisation de
de câbles qui, avec des capteurs, peut amener plus d'informations à l'opérateur d'infrastructure. Après, il faut définir les contraintes économiques et la pertinence opérationnelle. Mais nous, ce qu'on a trouvé intéressant, qui pourrait être fait dans le temps, c'est peut-être regarder le vieillissement du réseau, l'état des fibres, et de réaliser des campagnes de mesure de réflectométrie. Donc on en réalise notamment dans le cadre de nos audits qualité, mais de manière générale, que les acteurs du plan, que ce soit les opérateurs ou les collectivités, réalisent sans cesse des campagnes de mesure pour voir le vieillissement du réseau. Et l'intégration de la 3e longueur d'onde, 16-25 nanomètres qui est évoquée, est intéressante, mais également, pourquoi pas, l'opportunité de l'effet brillant. Après, il faudra regarder aussi les limites de cette solution, mais je pourrais y revenir lors de la question 3. Merci. On va continuer. On va passer donc le côté vraiment câble. Hein. Donc, Laurent Gasca de SICABEL va nous donner son avis. Éclairé, je l'espère. Je pense qu'il faut vraiment partir du besoin, parce que bon, la fibre, on peut tout mesurer, mais il faut bien partir du besoin, de ce dont on doit regarder sur le réseau, quels sont les risques sur le réseau. Et je pense qu'à l'heure actuelle, lorsqu'on regarde ce réseau qui vient d'être installé, le principal risque, c'est le risque d'intrusion. On a vu ça au niveau des armoires, on a vu la solution d'Ifotech, je crois que c'est vous qui l'avez présentée. Donc oui, la fibre peut regarder, peut voir s'il y a un accès à l'armoire, peut voir s'il y a un accès non prévu, etc. aux armoires. On parle là d'intrusion de personnes, mais on peut aussi parler d'intrusion de liquide, d'eau. Il y a 2-3 ans, l'ARCEP a fait toute une enquête sur les armoires, mais aussi sur les PBO en arrière des armoires, et s'est aperçu que beaucoup de ces PBO étaient restés ouverts. Alors là aussi, la fibre pourrait enregistrer ces ouvertures de PBO, mais plus préoccupant, beaucoup de ces PBO, bien entendu les PBO souterrains en priorité, étaient soumis à une intrusion d'eau, ce qui est problématique pour la pérennité des fibres à l'intérieur, surtout quand on dit eau, c'est pas de l'eau, hein, c'est un mélange de pétrole, de produits chimiques, etc., qui peuvent à terme diminuer la fiabilité du réseau. Donc je pense que, et là aussi, les fibres qui sont déjà installées, en condition de mettre quelques capteurs, peuvent répondre à ces problématiques d'intrusion. Donc il faut partir vraiment du besoin, et la fibre, oui, la plupart du temps, elle sait répondre. D'accord, donc là on n'est pas forcément sur des capteurs répartis, on peut éventuellement penser à des quasi-distribués, comme par exemple les petits systèmes à base d'éponges sèches qui, quand elles absorbent l'eau, font une contrainte sur la fibre, on peut les détecter en distance. Par exemple. Oui. Très bien, merci. Donc je vais te zapper. Hein, mais... je vais peut-être te laisser la partie technique. Non donc avant de passer à la partie technique avec Jean-Claude, Philippe, tu as peut-être t'as sûrement un avis sur les applications. Oui, juste sur ce point-là. Donc nous, on vient du côté, pas capteur, mais du côté interrogateur. Et en fait, effectivement, quand on parle des technologies fiber sensing, il y a énormément d'applications qui s'ouvrent. Et en fait, nous, ce qu'on a cherché, c'est de voir, dans le monde des télécommunications, qu'on connaît bien, qu'est-ce qui peut être pertinent. Et en fait, c'est effectivement la première chose qu'on a vue, c'est ce que vous disiez, c'est le côté mesure d'élongation. Donc en fait, ce qu'on sait, c'est qu'une fibre, je vais reprendre ce que tu as fait, André, mesurer la tension. Hein. Donc en fait, l'analogie, je trouve qu'elle est très bonne parce que mesurer les élongations sur les fibres, ça permet d'anticiper quelque part le vieillissement de la fibre. Et c'est un paramètre, on sait que si une fibre elle est soumise à une élongation supérieure à 0,2%, elle va mal vieillir et elle n'atteindra pas les 20 ans de durée de vie qu'elle est censée avoir. Donc en fait, les technologies Fiber Sensing, on s'est dit, cette application elle a un sens et on a fait des campagnes de mesure, donc dans différents pays, avec différents opérateurs. Et en fait, on s'est rendu compte que des élongations, on en trouve énormément dans les liaisons. Alors, pas tout le temps, hein, ce l'ordre de grandeur, c'est 25% du temps. Quand on fait des mesures, on trouve des élongations. Ce qui est très intéressant, c'est quand on fait une comparaison mesure réflectométrie classique et mesure d'élongation, on voit qu'on a des fibres qui sont
parfaitement bonnes au niveau réflectométrie classique, qui affichent des élongations qui sont totalement hors tolérance. Donc en fait, c'est un paramètre supplémentaire. Donc si on reprend l'analogie avec le côté santé, hein, donc on mesure la température du corps, donc c'est un indicateur. La tension, c'en est un autre. C'est pas parce qu'on n'a pas de température qu'on n'a pas de tension. Au niveau des fibres optiques, c'est un petit peu la même idée. Donc on a trouvé des élongations. Et typiquement, la plus grosse qu'on ait trouvée, c'est 0,7%. Alors en fait, on parlait tout à l'heure de 2% d'élongation sur la cassure, nous on dit plutôt 4%, mais en fait dans la pratique, il semblerait que sur le terrain ça casse avant en fait, hein, parce qu'on n'en a pas trouvé des grosses. On va passer au thème suivant. Avec toi Jean-Claude, le côté technologie, donc c'est tout à fait pour toi. Donc, est-ce que tu peux donner un avis, alors pas simplement sur la solution que tu proposes, mais un petit peu sur ce qui pourrait être développé, ou ce qu'on peut réutiliser tel quel, ou donc l'utilisation des câbles tels qu'ils sont, l'utilisation des nouveaux câbles, on va en parler. Je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai toujours en référence une étude qui a été menée aux États-Unis sur la longévité des réseaux. Donc c'est une étude qui a été menée sur 10 ans. Sur tout ce qui était réseau activé, quel que soit les types de câbles, etc. Et en fait, donc il y a deux catégories de câbles. Il y a les câbles aériens et les câbles souterrains. Et il s'avère, donc l'étude a été publiée en 2001, donc ça reste assez vieux malgré tout. Et il s'avère que 80% des défauts sur les câbles souterrains, en fait, sont liés à de l'excavation. Donc là, pour le coup, il y a une machine qui creuse, ça coupe le câble, terminé, on n'en parle plus. Est-ce qu'on pouvait l'anticiper ? Ouais, on aurait pu écouter, effectivement, dire, mais encore faut-il bien connaître l'environnement du câble pour se dire, là, il y a un truc supplémentaire, et du coup, c'est problématique. En revanche, quand on dit, il y a ces 80%, et puis après, il y a les 20% restants. Et les 20% restants, ils sont liés à de l'humidité, à de la température, à des rongeurs. Voilà. Et donc, c'est plutôt, on va dire, plutôt des phénomènes lents. Voilà. Et sur les câbles aériens, après, le gros du bataillon sur les causes de défaut sur les câbles aériens, c'est l'installation. Donc, il faut faire attention au moment de l'installation, que ce soit fait dans les règles de l'art. Mais ensuite, pour 20% environ, c'est les vents, les tempêtes, qui sont cause de dégradation. De la même manière, ce n'est pas des phénomènes qui, alors, sauf quand il y a des vents violents et des grosses tempêtes comme on peut les connaître, et je pense que ça arrivera de plus en plus. Pour autant, tous les autres, si on ne considère pas les phénomènes brutaux, instantanés, c'est que des phénomènes qui se font sur la durée et donc qui s'anticipent. Alors, on parlait tout à l'heure des élongations de fibres. Les élongations de fibres sur un réseau télécom, c'est presque déjà trop tard quand on les constate. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, remontons d'un cran pour se dire, si je veux pouvoir intervenir, réparer, planifier mes interventions, il faut pouvoir détecter ces allongements. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, un câble télécom, il est fait avec une surlongueur de fibre. D'accord ? Donc, ça veut dire que quand je constate des allongements sur la fibre, c'est que j'ai déjà commencé à tirer sur le câble depuis belle lurette. Donc l'idée, c'est de remonter d'un cran et de se dire, si je veux anticiper, planifier, etc., ma maintenance, parce que finalement, envoyer une voiture, 2 gars sur le terrain, finalement, c'est ça qui va coûter cher. C'est plutôt ces aspects-là. Et donc, remonter d'un cran, c'est de se dire, où est-ce que je vais contrôler en amont avant que ça atteigne la fibre. Après, on a parlé de l'élongation. On sait aussi, dans les phénomènes de vieillissement, et Laurent me contredira pas, que quand on cumule température, humidité et contraintes mécaniques, puisque c'est nos références aujourd'hui à tous, c'est 0,2% max dans des conditions normales d'utilisation, donc autant vous dire 50% d'humidité, 23 degrés. Mais dès lors qu'on monte en humidité et qu'on monte en température, les 20 ans, ils tombent assez rapidement à quelques secondes. J'exagère, mais
Mais voilà, en labo, on a pu constater, ben voilà, je mets une fibre dans de l'eau à forte température, la rupture, elle est obtenue au bout de quelques minutes. Donc voilà, ce sont des phénomènes qui sont physiques, qui sont à prendre en compte. Et donc si je reviens à la question concernant la technologie, ben, moi ce que je dis, c'est que plus on anticipe, ben, c'est là où on pourra, je dirais, comment dire, préserver au plus le réseau de télécommunications qui a été déployé. Très bien, merci. Alors c'est vrai que quand on fait la mesure dans la fibre, on peut dire, bah, si on avait pu anticiper en faisant la mesure sur le câble avant que la contrainte n'atteigne la fibre à l'intérieur, on gagne un temps. Après, on peut dire, et si on s'était aperçu que le terrain sur lequel était posé le câble avait des mouvements ou une présence d'eau, hein. On a vu des cas où des câbles enterrés en Australie, ben, en fonction de la pluviométrie, on avait des phénomènes avec l'argile qui contraignait le câble et on était capable de corréler les mesures avec le temps qui se faisait, enfin le temps localement. Ok. On va peut-être passer à ce qui est obstacles et enjeux, donc technique, financier, organisationnel et normatif. Et là, on va peut-être revenir auprès de Loïc Didier, qui bon, a de l'expérience dans le développement de ces solutions et qui a dû confronter à... Alors, voilà, on passe aux obstacles et enjeux. Voilà, donc ce qui est technique, financier, organisationnel et normatif. Et vous qui avez développé, enfin, qui avez installé des systèmes de capteurs fibre optique, vous avez sûrement été confronté à ces différents obstacles et enjeux. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Oui, d'abord les obstacles, en fait, c'est sur les données comme ça sur du long terme. Donc on s'est défini en interne, en tout cas, une règle pour garder, stocker les données et les supprimer au bout de X temps. On ne va pas garder un historique de plusieurs mois ou plusieurs années compte tenu de ces volumes de données. L'autre difficulté, c'est effectivement d'interpréter. On a eu enfin, voilà, les premiers DTS qu'on a pu mettre, c'était des DTS S. Donc effectivement, lorsqu'on avait des problématiques de température, en fait, c'était des problématiques de contrainte du câble qui était effectivement mal posé au démarrage. Et donc, on avait des alertes de température. En fait, non, il n'y avait pas d'alerte de température. Donc, effectivement, les contraintes de pose de câble sont vraiment, vraiment c'est prérequis de façon à ne pas déjà engager finalement des contraintes de fibre et nous tromper sur les valeurs de température. Après, les enjeux, enfin, voilà, les enjeux sont quand même, chez nous en tout cas, c'est quand même des enjeux financiers parce que il faut optimiser quand même voilà, le transit de câble, c'est surtout ça la priorité. Enfin, il y a deux choses. C'est déjà détecter un défaut rapidement et donc intervenir rapidement pour remettre en service rapidement. Donc ça, c'est un enjeu. Mais l'autre enjeu, c'est aussi de pouvoir optimiser le transit électrique du câble, et donc le chauffer sans le surchauffer, de façon à optimiser les flux de transit, notamment l'été. Aujourd'hui, voilà, le réchauffement climatique a un impact sur tout l'été. En France, en Europe, globalement, on consommait plus d'électricité l'hiver que l'été. On va vers une tendance future où ça traverse. On va être comme dans des pays chauds, on va consommer plus d'électricité l'été que l'hiver. C'est pas le cas, mais le virage, on va y aller. Donc, il va falloir aussi optimiser le flux de transit l'été. Et l'été, on est effectivement soumis à des températures extérieures plus importantes, donc un transit intérieur du câble moindre que l'hiver. D'accord. L'enjeu est surtout un enjeu d'optimisation du transit. Et on peut gagner, voilà, ça se chiffre en plusieurs kilos d'euros. D'accord. Sur une liaison
Ok, donc merci pour ces commentaires. Donc effectivement, quand on parle de DAS, comme on l'a vu tout à l'heure, le DAS génère énormément de données, hein. Je vous avais montré tout à l'heure qu'un point d'acquisition, c'est une courbe réflectométrique. Donc quand on veut avoir un échantillonnage de l'onde acoustique, par exemple, eh ben, on a besoin d'une courbe réflectométrique pour chaque point. Donc là, il y a des techniques d'intelligence artificielle qui sont utilisées actuellement, hein, dans les systèmes DAS, hein, pour essayer non seulement de réduire la taille, mais aussi d'interpréter, hein, puisque les systèmes DAS, jusqu'à pas si longtemps que ça, ils vous montraient les résultats sous forme de courbes colorées, hein, ce qu'on appelle les chutes d'eau, là. Et il n'y avait que des experts qui étaient capables de reconnaître les phénomènes à l'intérieur. Donc là, si on veut que ça se développe, il va falloir essayer de traiter les données et de rendre des informations utilisables par un non-spécialiste. Voilà. Et puis, vous avez parlé aussi de la décorrélation température-contrainte. Là, c'est quelque chose d'important. On va peut-être... Oui. Ouais. D'accord. Vous avez quand même utilisé en mettant un interrogateur de chaque côté, je présume, pour essayer de couvrir un peu plus large? Oui, voilà, D'accord. ce qu'on va faire. Effectivement, on va couvrir typiquement 140 km, on a deux équipements qui vont couvrir chacun 70 km. Très bien. Merci. Donc, on va peut-être demander maintenant l'avis de la NCT. Oui, merci. Je resterai un peu sur nos retours d'expérience par rapport aux ICAP, aux effets brûlants, ou même de général par rapport aux mesures de réflectométrie. Je pense qu'il y a l'interopérabilité des câbles, des fibres surtout. Et même si les systèmes sont interopérables, ben, finalement, d'être sûr qu'on sait bien recéter ces systèmes. Imaginons qu'on utilise un câble fibre dédié au télécom sur un câble fibre dédié et utilisé comme capteur. Il faut être sûr que l'ensemble fonctionne correctement. Parce qu'on a vu par exemple que les mixités de fibres apparaissent sur les câbles télécom ou quand on soude deux cœurs de tailles sensibles différentes, les tailles de MFD. Bah, finalement, les mesures dans un sens qu'on pensait qualifiantes, même si elles n'ont jamais vraiment été parfaitement qualifiantes, elles le sont moins. Et être sûr que finalement, quand on travaille sur ces sujets-là, on est bien anticipé l'aspect recette aussi de ces fibres. La partie données, ce qu'on avait en tête, c'était le format. Finalement, comment aussi récupérer les informations des réflectomètres. Il y a le format SOR, il peut y avoir d'autres formats. Comment les rendre interopérables. Comment on peut synchroniser finalement tous ces appareils aussi avec des outils cloud pour permettre de récupérer l'information qui revient avec le sujet Big Data qui a été évoqué à l'instant par RTE. Et finalement, peut-être aussi un sujet qui est intéressant, c'est comment on peut rapprocher cette donnée du référentiel réseau, puisque les opérateurs modélisent dans leur système d'information tout le réseau. Il extrait notamment grâce THDV3 pour nos collectivités. Mais comment on pourrait rapprocher les informations issues des capteurs, des appareils de réflectométrie notamment, et du SIG pour en tirer des renseignements. Donc là, je suis plutôt sur le volet télécom que sur un volet environnemental. Sur l'effet brillant, nous, ce qu'on a noté en retour d'expérience, c'est que c'est quand même préférable d'avoir une mesure initiale. C'est-à-dire au moment du déploiement du câble, d'avoir la mesure de l'effet brillant pour avoir la signature du câble à la date de son installation, puis après de réaliser des mesures régulières pour voir son vieillissement. Donc voilà, ça nécessiterait finalement peut-être des PM tests qui seraient sanctuarisés et qui permettraient finalement de voir l'évolution du matériel avec des typologies souterrains, aériens, différents types de fabricants de câbles pour finalement voir comment l'économie du système fonctionne dans le temps. Et enfin, sur l'aspect brillant, il y a aussi une chose à prendre en compte, c'est le temps d'acquisition. On n'est pas du tout dans les mêmes gabarits que sur les mesures classiques. On réalise des mesures en quelques minutes. Là, pour l'effet brillant, le temps d'acquisition peut aller de 5 à 25 minutes, dépendant de la longueur de la ligne. Donc c'est aussi un aspect à prendre en compte dans leur utilisation. Et enfin, sur l'aspect résilience, la fonctionnalité de température et de capteurs de température, de capteurs de pression est très intéressante. Et finalement, on peut enrichir aussi les diagnostics. Finalement, il y a pas mal de schémas de résilience qui commencent à être élaborés au niveau local pour justement voir les points de vulnérabilité. Donc, qui se basent souvent sur des données SIG du réseau, croisées avec des informations environnementales ou d'autres sources d'informations pour voir les points névralgiques du réseau et ceux qui sont soumis
à des intempéries. Mais finalement, en utilisant ces capteurs, on pourra avoir peut-être une vision plus fine des contraintes réellement subies par les ouvrages à l'appui de données précises. Et du coup, une fois que les diagnostics ont été menés à un niveau macro, finalement d'avoir des diagnostics un peu plus micro qui permettent vraiment de cibler des points beaucoup plus névralgiques. Voilà. Ok, merci. Je dirais par rapport aux mesures aller-retour, et effectivement, quand on a différents types de fibres, les mesures aller-retour sont conseillées, hein, puisqu'on compense les fameuses variations du coefficient de rétrodiffusion des fibres. Donc globalement, c'est l'énergie que va vous renvoyer la fibre et que va pouvoir utiliser l'appareil de mesure. Et on peut aussi utiliser cette même mesure pour mesurer les écarts de diamètre de champ de mode, hein, puisque la méthode réflectométrique peut être aussi utilisée pour... Il suffit que vous ayez une fibre connue en diamètre de champ de mode, vous la soudez sur une fibre donnée, et vous allez par la mesure des différences de coefficient de rétrodiffusion voir la variation de MFD. Voilà. Après, il y avait une... Là, on parlait tout à l'heure de mesure de tension, hein, le suivi de votre tension. Et c'est vrai, une personne à une certaine tension, ce qui va surtout l'intéresser, c'est est-ce qu'elle varie. Et effectivement, si vous faites une mesure, le câble surtouré, le câble déroulé, le câble, eh ben, vous allez suivre un petit peu la vie de votre câble, quoi. Et faire une prise de tension régulière, ben, ça peut être intéressant pour éviter le... Après, mesurer l'environnement, on ajoute un nombre d'informations supplémentaires qui peuvent être valorisées, effectivement. Et même en croisant multi-paramètres, hein, puisque sur une fibre monomode, on est capable de faire de la mesure de température avec un appareil de type DTS, de la mesure de température et contrainte avec un DTSS, ou de faire des mesures acoustiques avec un DAS, la même fibre. À la limite, sur la même fibre, vous commutez les appareils et vous avez l'intégralité. J'ai oublié la mesure de perte avec un OTDR classique. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier, quand tous les gens qui développent des systèmes de mesure distribués, la première mesure qu'ils font, c'est une mesure réflectométrique. Voilà. C'est quand même le support physique qui va permettre... voilà. Ben, on va avoir peut-être l'avis côté câble. Donc, oui, moi je rebondirais sur la partie normative, puisque une des questions posées, est-ce que les normes, il y a une limite par les normes? Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a un organisme international qui est l'IEC, en charge de la normalisation des électrotechnologies. Au sein de cet organisme, il y a un comité technique, pardon, en charge de toutes les technologies optiques, fibre optique. Et au sein de ce comité technique, il y a un sous-comité, qui est le 86C, qui s'occupe des éléments actifs. Et ce comité a normalisé énormément de choses en matière de sensing. Aujourd'hui, peut-être vous découvrez le sensing, mais c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui est normalisé. On a toute une série de normes qui sont les IEC 61 757, avec des séries. On a la -1 qui va s'occuper des mesures de contrainte, on a la -2 qui va s'occuper des mesures de température, la 3 des problèmes acoustiques, la 4 des mesures de courant, et je pourrais continuer comme ça avec la 7 qui s'occupe des mesures de voltage, ou la 6 qui font des mesures de déplacement. Donc on est dans un domaine normé, c'est un domaine qui peut être utilisé de manière tout à fait sûre dans les réseaux télécoms, et qui dit normes, dit la possibilité également de faire la régulation en s'appuyant sur les normes. Donc je voulais insister de mon côté sur ce point-là. D'accord. Donc ce que je pourrais dire, c'est que globalement, tout ce qui est IEC avec ces fameux groupes de travail, vous connaissez sûrement Michel Bouquin qui était le président de ce... Voilà. L'IEC a quand même récupéré 90% de ce qui avait été fait au CIFOM, un autre comité, hein, qui avait depuis longtemps travaillé sur le domaine des capteurs distribués. Alors c'est vrai que l'arrivée du DAS a apporté un degré de complexité, hein, de la mesure acoustique, hein, puisque là, en termes de métrologie, c'est un challenge, hein. Quand vous avez un seul paramètre comme la température, c'est assez bien mesuré, hein, bien qu'il faut voir la façon dont les normes définissent les conditions de mesure. Mais c'est vrai que quand on veut comparer des systèmes de mesure distribués, on a souvent des spécifications qui sont données sur l'interrogateur, on n'en a quasiment pas sur le câble, et ce que le client final devrait savoir ce que donne l'ensemble. Et c'est souvent des critiques. On avait des gens d'Airbus avec lesquels on discutait, effectivement, ils disaient ben, comment on fait?
Pratiquement, faites une mesure. Donc là, j'espère qu'au niveau norme, on va pouvoir avancer. Alors, il y a des progrès qui sont ce qu'on appelle la résolution spatiale, c'est-à-dire voilà, quelle longueur de fibre il faut pour être capable de détecter à 90% l'amplitude finale de la température de la contrainte. Pour le son, c'est encore plus subtil. Hein. Donc, mais effectivement, il ne faut pas ignorer le contexte normatif, sachant qu'il est difficilement interprétable pour des utilisateurs non experts. Quoi. Donc, mais bon, c'était pareil pour la réflectométrie. Hein. On a mis 10 ans pour définir ce qu'était une dynamique de mesure. Hein. Voilà. Donc toujours sur le... Merci pour ces commentaires. Sur les enjeux, les enjeux, ils sont, pour moi, ils sont clairement économiques hein, aujourd'hui. Hein. Donc après, s'il y a un intérêt, et Laurent le soulignait, s'il y a un intérêt, la normalisation elle se mettra en place. S'il manque des trucs, les comités se mettront en place pour résoudre un certain nombre de problèmes. L'aspect économique, il est vachement important. Après, moi, j'évoquais tout à l'heure l'intégration dans les câbles. Un câblier télécom, dès lors qu'il va intégrer, alors soit on utilise les fibres télécom comme étant un capteur, et là, il n'y a pas de problème, mais la caractérisation traditionnelle d'un câblier télécom, c'est je fais une réflectométrie en fin de parcours, et puis c'est bon. Je veux dire, et quand je refais l'histoire, on est passé de 13-10 à 13-10, 15-50. Après, on a 16-25. Après, on a supprimé le 16-25. On a supprimé le 13-10. Et donc, aujourd'hui, on qualifie et on garantit une qualité de câble qu'à partir d'une mesure à une longueur d'onde. OK, mais ça, c'est l'acquisition, je dirais, de confiance sur les procédés de fabrication. Dès lors qu'on commence à intégrer les fibres capteurs, donc le deuxième volet dans un câble télécom, il va falloir aussi avoir des spécifications, comment je la caractérise, c'est quoi mes valeurs de seuil, où sont mes limites, etc., pour éviter effectivement à se dire, comme moi je le présentais, il me faut une mesure Brillouin de la fibre, il me faut une mesure Brillouin de l'élément capteur, et puis il me faut une mesure Brillouin de référence du capteur intégré dans la structure. Donc, bon, voilà. Après, et comme on le soulignait, une mesure Brillouin, c'est pas quelques secondes, hein, on parle de quelques minutes. Vous mettez ça sur un câble, je vais dire une bêtise, mais où il y a 48 fibres, vous mettez 3 fibres capteurs dans un câble, vous allongez, vous multipliez par 2 la longueur de contrôle, enfin le temps de contrôle en sortie de production. Bon, voilà, là, il y a clairement un enjeu. Il y a clairement un enjeu de métrologie qu'il va falloir franchir pour que ça devienne intéressant pour l'ensemble de la communauté. Donc ça c'est clair. Et donc, enfin, voilà, après, à partir du moment où, comme je le disais, il y a des gens qui franchissent le pas. Enfin, je rappelle que l'aventure de la fibre optique, hein, on est parti de quelques dizaines d'euros le mètre. On est arrivé à la dizaine d'euros le kilomètre. Donc, il s'est passé quand même un certain nombre de temps. Entre-temps, il y a eu les câbles qui ont évolué, il y a eu la métrologie, on a pu fixer des règles pour se déployer. Donc voilà, après, si on veut que ça aille plus vite, il faut qu'on ait des early adopters, comme je dis. Donc, voilà. Merci. Côté VIA-V. Oui, non, mais je voulais juste revenir moi sur l'aspect du DAS, hein, Acoustic Sensing. Donc on dit qu'on utilise la fibre pour écouter, détecter des vibrations. Et en fait, je pense que c'est sur ce domaine-là où le champ d'application il va être énorme, avec une idée derrière, c'est est-ce qu'on peut monétiser le réseau existant d'une autre façon. Et je pense que le marché va segmenter parce qu'aujourd'hui on parle de DAS, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Donc le DAS, on va effectivement regarder la chute d'eau, on voit des signaux, des bruits, mais à quoi ça correspond? Et c'est ça le gros challenge de cette technologie. Et c'est là que les applications de machine learning, intelligence artificielle vont aider, je pense, dans le futur. Et déjà, typiquement, on a parlé du coup de pelleteuse. Donc, est-ce qu'on peut anticiper le coup de pelleteuse? Donc, oui, on sait le voir, on sait le reconnaître. Détecter quelqu'un qui marche, on sait le reconnaître également. Ça, c'est des choses qui sont relativement simples. Quelqu'un qui creuse. On parlait des bateaux qui vont taper sur un câble. Donc il y a des signaux qui sont faciles à reconnaître, faciles à identifier,
d'autres plus complexes. Et là où ça va se complexifier, c'est quand on va arriver dans des endroits où c'est pollué par le bruit, il y a un métro, il y a une route, et là il va falloir, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on cherche, et comment on extrait cette information d'un bruit ambiant. Donc, d'un bruit ambiant. Et là, je pense qu'on a un challenge dans le futur à bien segmenter les applications qu'on cherche pour voir celles qui sont technologiquement faciles à faire sans avoir trop de fausses alarmes et qui en même temps apportent une vraie valeur au réseau. Donc, les applications, c'est mesurer un trafic, c'est détecter une fuite d'eau, c'est surveiller une frontière. Enfin, le DAS, je pense, c'est un domaine qui va nous occuper pendant quelques années avec des sujets qui vont partir un peu dans toutes les directions. Merci. Je voulais apporter aussi une précision à ce que disait Jean-Claude Laroucha. J'ai perdu le fil. Philippe Chapon m'a coupé l'insulte. Je ne sais plus. Excusez-moi. J'ai perdu le fil. Si, oui, voilà, ça y est. Sur le mesure des liens, donc effectivement, on a eu sur un des parcs, je ne vais pas citer le nom du parc, mais sur un des parcs éoliens que l'on a déployé, on a eu des soucis de fabrication du câble sous-marin, sachant que ce câble sous-marin, c'est un câble électrique, mais qui comporte des câbles optiques, 2-3 câbles optiques. Et effectivement, aujourd'hui, on ne fait que de la réflecto en sortie de production. Et ce qui s'est passé, c'est à la pose du câble, on a cassé de la fibre. Le bateau câblier a cassé de la fibre en posant le câble. Et c'est le câble, c'est pas le câble, c'est la fabrication. Voilà, chacun se renvoie la balle sur savoir qui a fait quoi ou qui est responsable de quoi. Et effectivement, on a demandé à ce qu'on puisse faire des mesures Bray-Moins pour s'assurer de la surlongueur de fibre dans le câble. Parce qu'aujourd'hui, la réflecto, oui, la fibre est bonne, mais est-ce qu'il y a de la surlongueur de fibre dans le câble? Aujourd'hui, je ne connais que l'essai destructif qui consiste à faire un essai de traction et puis de casser le câble jusqu'à temps qu'on pète la fibre, on va dire ça. Donc un essai destructif, mais voilà, donc l'essai Bray-Moins, effectivement, il va falloir, côté normalisation, sans doute pousser à ce qu'on puisse faire des mesures Bray-Moins en sortie de production et s'assurer qu'il y ait une surlongueur de fibre qui ne met pas en contrainte les fibres. Nous, on a vécu le cas, en tout cas sur un des parcs, le câble sous-marin n'était pas bon dès la sortie de production. Mais en réflecto, on ne le voyait pas. Ok. André, on a une contrainte horaire, c'est qu'on doit libérer la salle pour 12h45, parce qu'il y a un autre événement après qui va démarrer. Donc juste un petit tour de table, une dernière question à chacun. Les questions Slido, on répondra après. Je pense que bon, ça fait de la peine d'interrompre la discussion parce que les échanges sont très riches. Donc un petit tour de parole à chacun et puis on sera obligé de nous quitter. Je vais commencer par vous, Loïc Didier. Le message de la fin. Message de fin. Oui, donc effectivement, en tout cas, RTE est lancé sur, voilà, on a lancé, on va dire, les investissements sur les DTS et les DAS de façon à pouvoir monitorer, alors pas toutes les liaisons, mais effectivement les liaisons les plus stratégiques pour nous, on monitore systématiquement les fibres en DTS et en DAS. C'est du présent, c'est pas du futur, c'est du présent. Très bien, merci. Bon, on va continuer. Oui, alors je pense qu'un des points intéressants, c'est finalement que côté ANCT, on invite ces acteurs du plan au-delà du fait qu'on demande les mesures de réflectométrie classiques pour recéter les réseaux, et qu'on attache beaucoup d'importance, les 2 longueurs d'onde, les 2 sens, un sens éventuellement avec les mixités de fibres, c'est de voir comment finalement l'utilisation des câbles avec des mesures FEB-, avec des capteurs, peut permettre d'avoir plus d'informations pour à la fois améliorer la qualité et la pérennité du réseau à court, moyen et long terme, mais également de traiter certains sujets de résilience. Donc une vision un peu endogène et exogène, et on pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité. Après, bon, je pense qu'il y aura d'autres ateliers ou d'autres moments d'échange, on pourra en rediscuter ou travailler sur ces sujets. Très bien, merci. Oui,
Moi, au moment de la fin, ça serait de dire que le sensing, c'est très bien, c'est un plus, mais ce n'est qu'un plus. Lorsqu'on regarde un réseau télécom, il y a des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'utilisation de matériel de qualité, que ce soit les câbles, les boîtiers, les connecteurs, etc. C'est une installation de qualité. Il ne faut pas voir le sensing comme un palliatif. Il ne faut surtout pas se dire, bon, je vais utiliser n'importe quoi comme câble, mais c'est pas grave, je vais faire du sensing. Ce n'est pas une bonne approche, c'est même une très mauvaise approche sur tous les points de vue au niveau fiabilité économique et pérennité. Merci, c'était une très bonne remarque. Je vais passer à toi, Jean-Claude. Écoute, moi, que dire de plus? Je pense que, enfin, il faut des applications, ça c'est clair. Si on veut que ça avance, il y a des entreprises qui bossent du côté de la métrologie, du côté de la constitution des produits, voilà, de façon à avoir les produits les plus fiables possibles. Je te rejoins, Laurent, 100%. C'est que sur du cap télécom, c'est un plus. C'est vraiment un plus. Alors après, il y a d'autres applications de sensing, hein, quand on fait de l'oil and gas ou du mining, par exemple. Voilà, il y a des choses. Néanmoins, enfin, moi, je suis assez un fervent défenseur de la maintenance préventive. Donc, si on peut anticiper les choses, je reste persuadé qu'on optimisera les coûts des opérations sur la maintenance des réseaux. Voilà, parce que on le voit, hein, il y a quelques années, on avait un événement climatique qui traversait la France. Aujourd'hui, c'est plus de 100 par an. Donc le réseau aérien, il est impacté à plusieurs endroits. Donc voilà, quand on opère des réseaux, c'est quand même mieux. Alors comme je le disais, hein, c'est pas des phénomènes brutaux, c'est des phénomènes qui s'accumulent au fur et à mesure du temps. Voilà, donc si on peut en plus, j'irais anticiper ça, c'est quand même un gros plus, voilà, sur la vie du réseau et sur sa pérennité. C'est vrai que quand on déploie des réseaux sur les deniers publics, on entend que ça dure le plus longtemps possible. Je resterai un petit peu sur le même domaine, en fait, c'est sur l'aspect mesure. On a passé beaucoup de temps sur, dans un premier temps, on qualifie les réseaux, donc mesure de longueur d'onde. Après, les réseaux, ils vivent, ils évoluent, donc il y a aussi un besoin de surveiller ces réseaux, donc faire de la mesure en continu, regarder les évolutions dans le temps, parce que si on regarde ce qui se passe dans le passé, on peut peut-être anticiper ce qui se passe dans le futur. Donc il y a le côté matériel, mais aussi il y a le côté mesure. Et les aspects sensing, ça va nous permettre de rapporter de nouvelles mesures, typiquement, qui peuvent être pertinentes ou pas en fonction des applications. Donc on a parlé de l'élongation, température, juste rapidement un petit cas d'utilisation. Une mesure de température, ça permet de détecter si un câble a été déterré. On fait une mesure le jour, la nuit, et on voit que si on a un écart, on peut identifier des câbles qui sont déterrés. Donc le sensing apporte de nouvelles opportunités et d'avoir une vision un peu plus globale de l'état du réseau en mesurant plus que simplement son atténuation. André, le mot de la fin? Le mot de la fin, on est un peu désolé de n'avoir pu consacrer que si peu de temps à cette problématique. On pourrait être satisfait si on est passé du domaine de la curiosité au domaine de l'intérêt. Voilà. Donc, j'espère que ça a suscité l'intérêt de la part des gens des télécoms, voilà, et que ce sera le début de plus de travaux autour de cette application. Voilà. Donc juste aussi pour dire, les câbles risquent d'évoluer, les interrogateurs aussi. Ceux qui ont connu les premiers réflectomètres, on était peut-être au même niveau, il fallait attendre des dizaines de minutes pour avoir un résultat. Maintenant sur le terrain, au bout de 30 secondes, voire 10 secondes, ils sont satisfaits. Donc je pense que tout va évoluer et peut-être les systèmes de mesure distribués vont s'adapter aussi au marché des télécoms. Voilà. Moi je vous remercie